Et bonjour à tous, voilà, ravi de vous retrouver enfin pour vous donner des nouvelles et que des bonnes nouvelles à vous partager. On va revoir ensemble un petit peu le programme pour la suite, pour les temps à venir. Et puis aujourd'hui, je voulais un peu profiter, regardez, de ce beau temps, ce beau moment de calme. Je voulais vous présenter, ou représenter pour certains, Saori, tout simplement. Voilà, Saori qui partage ma vie depuis désormais 5 ans. Donc ça va être pour moi l'occasion de vous donner des retours d'expérience sur ce modèle précis de bateau. Voilà, c'est pas mal de questions qui m'ont été posées assez régulièrement. Voilà, je sais qu'il y a aussi régulièrement de nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc du coup, peut-être qu'ils n'ont pas eu les vieilles vidéos. De toute façon, ce sont des vieilles vidéos. Donc pourquoi pas aujourd'hui les refaire avec justement l'expérience depuis ces années. Ben voilà, écoutez, je vous présente donc Saori, qui est un Jeanneau Sun Odyssey 29.2 version légende pour être précis. Donc c'est un monocoque quillard pour cette version là. Il existe aussi la version dériveur lesté. J'ai choisi la version quillard avec une quille avec un tirant d'eau d'1,40 m et une quille d'à peu près 1 tonne de poids pour 3 tonnes au total pour le bateau. Donc le bateau fait à peu près 3 tonnes, si on va en reparler peut-être, mais du coup ce qui est assez léger pour un bateau de cette envergure. Donc du coup qu'est-ce que ça veut dire un bateau léger? Ça veut dire un bateau forcément qui file facilement par petit temps, mais ça veut surtout dire un bateau qu'on va devoir ariser très rapidement. Et donc dès 15 nœuds vous allez devoir prendre votre premier riz, dès 18-20 nœuds vous allez devoir prendre votre second, etc. Donc il va falloir très vite réduire la voilure, puisque si vous n'avez pas une voilure adaptée, si vous pouvez très vite vous retrouver en surpuissance et donc être surtoilé, et c'est pas ce qui est conseillé. Voilà, donc du coup il faut bien anticiper ses manœuvres de prise de riz, bien anticiper sa météo, bien être attentif, plus que sur un bateau de 6-8 tonnes qui va être beaucoup plus polyvalent là-dessus. Voilà, donc du coup c'est un bateau très réactif, très léger, très agréable, avec une barre franche pour ce modèle. Et on va aller voir un petit peu à l'intérieur. Enfin, on va d'abord finir le pont. Donc au niveau du gréement, on a un Genoa sur enrouleur de 20 mètres carrés. Et nous avons une grande voile de 20 mètres carrés également. Donc une surface de toile d'environ 40 mètres carrés. À cela, vous rajoutez le génaqueur qui m'a été fourni en même temps que la vente. Donc un génaqueur qui se met sur bout dehors, qui est présentement pas installé, qui rajoute encore 53 mètres carrés de voile au portant. Donc du coup de la voile il n'en manque pas. Une fois que vous avez le génaqueur, il n'en manquera pas au portant, et au près, comme je vous ai expliqué, il va falloir assez rapidement ariser. Donc c'est plutôt une question de comment allez-vous gérer les 20 mètres carrés de voile d'avant, puisque on a bien parlé de la grand voile, où là on peut prendre des riz facilement. Personnellement, j'ai fait installer un 3e riz sur la grand voile. Si vraiment il y a un gros coup de vent et que je veux encore garder un petit peu de grand voile, j'ai encore cette possibilité parce que j'ai installé un 3e riz. Au niveau du Genoa, ça va être beaucoup plus compliqué, puisque d'origine il est uniquement sur enrouleur. Et donc pour ce faire, vous allez devoir enrouler un petit peu le Genoa. On sait qu'il y a des petits points avec des petits riz pensés dans la conception de la voile, mais à ce stade, dans du gros temps, quoi qu'il arrive, un Genoa enroulé, ça vous donnera jamais de bonne performance. Ça va tirer, ça va abîmer la voile. Donc c'est jamais performant d'enrouler son Genoa. Voilà, c'est vraiment surtout quand il y a du gros temps. Parce que si vous l'enroulez un petit peu parce qu'il y a allez, 15-20 nœuds, pourquoi pas. Mais au-delà, le Genoa enroulé, ça va être vraiment ça va pas être pratique au niveau de la rentabilité de la voile, et ça va beaucoup l'abîmer, etc. Donc c'est pas ce qui est le plus recommandé. Donc comment faire? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Soit vous installez un étai largable souple en plus sur le pont, mais là ça va être très compliqué sur ce modèle là particulièrement, puisque sur le pont il y a peu d'endroits
et surtout qu'en haut du mât, si on veut récupérer en haut du mât, enfin au milieu du mât, ça va être entre les barres de flèche et le patara. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit, donc ça serait peut-être sous le Genoa si vous voulez l'installer. Moi j'ai trouvé entre guillemets plus simple. J'ai utilisé mon ancien Genoa que j'ai fait découper en trinquettes, ce qui me permet, alors c'est laborieux parce qu'il va falloir en mer avant que le vent arrive évidemment, ou au port si vous savez que vous sortez et vous allez avoir du vent, hein. Vous pouvez le faire en mer si vous voulez sur des longues distances pour justement profiter du Genoa plein le plus possible et affaler au dernier moment. Mais sinon vous pouvez très bien le faire au port si si vous devez partir directement dans du vent soutenu. Du coup un Genoa, une trinquette qui est donc sur enrouleur, exactement la même chose, puisque je me suis servi de la base de mon Genoa qui était également sur enrouleur. Donc c'est la technique que j'ai trouvée. Parce que la vie a fait que il fallait que mon Genoa ne pouvait plus être et n'était plus bon tel quel, et donc quitte pour éviter de le jeter, j'ai fait ça, et du coup c'est une très bonne solution. Je m'en suis servi une fois, la seule fois où j'en ai eu vraiment besoin, et c'était vraiment très, enfin, j'aurais vraiment pas pu faire sans, puisque on était voile affalée. Et on avait justement uniquement cette petite trinquette que même encore on arrivait à enrouler, mais vu qu'il y a peu de toile et que du coup il n'y avait vraiment pas de souci. Et du coup on avait un tout petit peu de mètres carrés de voile, quelques mètres carrés de voile à l'avance qui nous servaient à justement à propulser le bateau dans le bon sens. Voilà, donc pour les voilures, je vous ai à peu près expliqué. Donc le Genoa a pensé à trouver soit une solution, soit naviguer uniquement par moins de 20-25 nœuds, puisque au-delà, le Genoa, même 25 nœuds, c'est déjà beaucoup trop. Je pense qu'au-delà de 20 nœuds, et encore, même si vous le faites avant, c'est mieux, le Genoa enroulé, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus recommandé. Voilà, au niveau du patara, donc patara qui maintient l'arrière du mât, de base il est sur une patte d'oie en haubanage, en hauban en métal. Moi j'en ai fait un palan fait par moi-même pour pouvoir un tout petit peu reprendre, etc. Mais on parle de quelques centimètres, puisque c'est vraiment pour à peine cambrer ou redresser le mât si besoin. Mais c'est pas un mât non plus. Bien sûr, le mât peut se permettre de se cambrer un petit peu, mais c'est pas il n'y a pas un patara réglable de base sur le bateau. Donc si vous le faites, soyez vigilant, soyez prudent, et il faut pas y aller comme un bourrin. Mais en tout cas, vous pouvez encore faire des réglages là-dessus. Voilà, écoutez, on va aller dans le cockpit un petit peu. Donc un cockpit, moi, qui m'a de suite charmé. Bon, une belle barre franche, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis un grand espace. Au final, on y est. Bon, alors il faut évidemment penser que la barre doit manœuvrer de là à là, mais on y est à 4-5 très facilement. Et ce que j'aime bien, ce qui est très important pour moi, c'est justement le tableau que vous voyez arrière là, qui est pas du tout ouvert, qui est complètement fermé. Si quelque chose glisse, on le récupère. Si on trébuche à l'intérieur du bateau, etc. C'est pas ces bateaux modernes qui sont ouverts complètement à l'intérieur pour faire joli, mais qui au final sont très dangereux, je trouve qu'ils sont très dangereux, et qui plus est très polluants, puisque le moindre truc qui roule, ça finit à la mer. Et donc du coup, moi j'ai vraiment été charmé par cette jupe arrière qui me permet d'être le plus sécure possible, de me sentir le plus en sécurité possible, sachant que je navigue en solitaire. Évidemment, c'est des contraintes qui sont c'est des notions qui sont encore plus importantes. Voilà. Au niveau de l'accastillage, on va avoir deux winches qui pour moi sont suffisants. J'ai dû faire avec, vu que j'en avais que deux. À aucun moment dans mes manœuvres, même avec Genaker, etc. et tout, même dans ces moments-là, j'ai pas vraiment manqué de winch, puisque on a quand même ces taquets-là, plus ces taquets-là pour bloquer les écoutes de Genoa. Donc on a quand même des moyens même si on doit utiliser 2 fois le même winch pour un bras, une écoute, une drisse, etc.,
on peut tout à fait wincher, mettre là de côté en attendant et re-wincher derrière. D'accord? Donc du coup, 2 winches, c'est léger, mais ça fait l'affaire. Personnellement, je n'en ai pas eu le manque. Voilà. Bon, compas, etc. Et instruments de navigation, ça c'est assez classique. Je voulais vous parler également des chariots de voile d'avant. Chariots de voile d'avant qui sont, comme vous pouvez le voir, sur le roof et pas sur le passe avant. Donc cela signifie que les chariots sont très à l'intérieur du bateau, qui plus est en hauteur, mais surtout à l'intérieur du bateau. Et donc certains réglages de voile au portant vont être compliqués, puisque pour le près, il n'y a pas de souci, vous le reculez, et du coup il n'y a aucun problème. Par contre, quand vous voulez l'avancer, ça suffit largement pour naviguer. Maintenant, si vous souhaitez faire des longs bords et améliorer les réglages fins de votre voilure, vous utilisez, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, des bretonnes, etc. Donc la bretonne est très pratique parce que justement, vu que, je vous en ai déjà parlé sur ce bateau, vu que l'écoute rentre énormément dû au chariot de Genoa, du coup, pour pouvoir écarter le point d'écoute du Genoa, je vais du coup attacher une bretonne à l'arrière, etc. Il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Voilà, écoutez, pour l'extérieur, je pense que c'est à peu près tout. Je réfléchis un petit peu à ce que j'aurais pu oublier, qui n'est pas ordinaire. Je ne vous parle pas des choses très classiques comme l'ancre à l'avant, les lignes de vie, comment les installer, où les installer, etc. Moi, c'était vraiment plus pour spécificité du bateau. Un bateau donc de 3 tonnes, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. 2 winches, je l'ai pris en version quillard, avec 1/3 de ratio de quille d'1 tonne. Et puis voilà, on va aller voir à l'intérieur maintenant. Je regarde combien de temps ça fait. Ça fait 12 minutes. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là, puisque à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Alors, je vous avais parlé du modèle Légende, puisque c'est une version qu'ils appellent Légende. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez du tech en plus. Ça signifie que vous avez une cuve à eau noire en plus. Et ça doit signifier aussi 2-3 autres trucs. Mais c'est surtout la grosse différence, ça va être le tech qui est d'office dans ce bateau-là. Vous avez aussi les listons qui peuvent varier selon les modèles. Vous en avez certains modèles avec des rails de Fargue. Et celui-ci, il a une petite baguette en tech tout le long. Voilà. Alors c'est plus esthétique, mais c'est beaucoup moins pratique qu'un rail de Fargue. Voilà. Est-ce que je finirai par peut-être le prix du bateau? Quand même, le prix du bateau, on peut le trouver à environ, je vais vous donner une grande fourchette, mais son prix de base, ça va être de 35 000 à 40 000 euros. Maintenant, vous pouvez en trouver en mauvais état, vieux, etc. à 30 000 euros. Et vous pouvez en trouver des suréquipés, magnifiques et resplendissants dans les alentours de 45 000 euros. Donc voilà, c'est une fourchette qui peut varier surtout au niveau de l'équipement et de l'entretien. Voilà. Maintenant, le bateau en soi tel quel, si vous avez un bateau tout ce qu'il y a de plus classique, non équipé, non suréquipé, entretenu comme il faut et pas en mauvais état, voilà, comptez entre 35 et 40 000 euros. Voilà, écoutez, maintenant, si vous avez des questions encore sur le bateau, sur comment la conception du bateau, je prends. Après, sur comment il réagit en mer, etc. Vraiment, c'est selon les qualités du marin, vraiment. Que ce soit comment il remonte au près, que ce soit comment il gîte, que ce soit... C'est vraiment le marin qui décide si vraiment... Enfin, c'est au marin de faire l'effort, d'ariser pour remettre le bateau à plat. C'est au marin de faire les bons réglages de chariot et de voilure pour pouvoir bien remonter au vent. Pareil pour l'équilibre du bateau, je vous en ai pas parlé, mais l'équilibre, vu que c'est un bateau de 3 tonnes, léger, que vous soyez assis à droite, à gauche, complètement sur le côté à droite ou complètement sur le côté à gauche.
vous allez complètement changer l'équilibre du bateau et donc son cap. Et donc c'est comment il prend le vent également, puisque le cap change. Donc du coup tout ça c'est hyper important à penser. Je peux vous dire également que d'origine le bateau est pas forcément hyper bien pensé au niveau justement de son équilibre, puisque étant léger ils ont dû rajouter forcément des trucs lourds. Donc on va avoir, vous le verrez plus tard, mais on va avoir le réservoir d'eau qui est dans la cabine avant. Et vous avez sur tribord, vous avez le réservoir d'essence, la cuve à eau noire, le poids des toilettes. Vous avez le coffre qui est du coup bondé, puisque c'est le seul coffre, il est qu'à tribord. Et ça fait pas mal. Donc du coup il y a pas mal de réservoirs, plus le coffre à l'arrière que vous allez voir qui est volumineux, et donc c'est le seul, donc souvent il est rempli. Du coup beaucoup de poids et de base sur tribord.